La mise en place d'une dynamique commune entre le Béarn et la Bigorre. Depuis de nombreuses années, nombre d'acteurs institutionnels, associatifs, parfois même sportifs, ont exprimé l'intérêt de définir des voies et des moyens de mener des actions conjointes favorisant un développement économique et un aménagement du territoire pertinent qui prendrait en compte enfin l'existence d'un bassin économique et démographique commun entre le Béarn et la Bigorre. Et ce, évidemment, en dépit des limites administratives, départementales et régionales qui le divisent. Force est de constater qu'à ce jour, et malgré un consensus sur la pertinence géographique de cet espace de projet, il n'existe toujours pas une dynamique institutionnelle entre le Béarn et la Bigorre qui permette la coordination et la mise en place d'actions communes d'envergure. Pourtant, en pratique, bien des choses se développent déjà en commun sur ces espaces de vie. À côté de Bordeaux, Toulouse ou encore Saragosse avec ses 800 000 habitants, la mise en valeur du Béarn et de la Bigorre permettrait-elle d'atteindre une masse critique internationale pour pouvoir attirer de nouvelles entreprises et de nouveaux talents sur des filières d'excellence? Permettrait-elle de peser davantage sur les grandes décisions liées aux infrastructures, de dynamiser ou d'optimiser les grands équipements? Permettrait-elle de développer des atouts dans de nombreux domaines stratégiques, qu'ils soient industriels, agroalimentaires, touristiques ou encore universitaires? Autant de sujets que nous allons aborder dans ce nouveau numéro de Territoire d'idées. Bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous et bienvenue ici même au sein de l'École supérieure de commerce de Pau pour ce deuxième numéro de Territoire d'idées. Le thème ce soir, souhaité par le président Patrick de Stampa et par le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes, qui est assis juste à ses côtés, François-Xavier Brunet, bonsoir. Le thème souhaité, c'est la fameuse dynamique Béarn-Bigorre. Cette dynamique qui vous a déjà réunis tous les deux ensemble avec des représentants du monde économique et institutionnel au mois de juillet dernier pour un rendez-vous original qui avait lieu du côté de la CCI de Tarbes. Nous sommes 6 mois après, ce n'est pas encore le match retour. Nous voici cette fois-ci en Béarn pour continuer à évoquer cette dynamique Béarn-Bigorre. Nous le ferons en compagnie de très nombreux invités, experts qui nous ont rejoints, et en compagnie de Nicolas Rebière, qui dirige le journal Sud-Ouest en territoire Béarn. Mon cher Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Merci de vous associer une nouvelle fois à cette dynamique. Et un petit mot introductif sur le regard que vous portez à cette question Béarn-Bigorre que nous allons ce soir détailler avec des exemples concrets de mécanismes, de partenariats qui fonctionnent d'ores et déjà au quotidien, avec des réflexions d'experts qui viendront nous dire en quoi il est pertinent ou pas de réfléchir à un avenir en commun entre Bigourdan et Béarnais. Vous, quel regard vous portez sur la question ? Alors moi, j'ai une question qui reste finalement primordiale et qui est pourquoi la Bigorre pour le Béarn. On sait que depuis plusieurs des années, depuis au moins la Révolution, l'État français a mis deux voisins ensemble, que sont les Basques et les Béarnais. Et pourquoi désormais les Béarnais voudraient se tourner vers les Bigourdans ? Sans doute peut-être, et ça c'est mon analyse, qu'entre-temps des nationalismes, notamment le nationalisme basque, ou en tout cas une question identitaire est venue se mettre entre les deux voisins, s'immiscer, et finalement a peut-être poussé les Béarnais à se tourner vers des voisins plus accueillants que seraient les Bigourdans. Ça c'est mon analyse et les gens pourront répondre à cette question-là. Et enfin, il y a une deuxième question qui me vient, c'est que deviennent les pays de l'Adour ? Ils étaient à la mode il y a quelques années, on n'entend plus trop parler. Et la question, c'est de savoir si finalement, ils n'ont pas disparu parce que dans cette France jacobine, on ne souffre de découper les frontières que depuis Paris. Ça, c'est vraiment deux questions, voilà, deux pavés que je jette dans la mare. Et à tout le monde et à chacun de les rattraper. Mais pour l'heure, je vous propose de démarrer ce numéro de Territoire d'idées avec une séquence vidéo qui a fait d'ores et déjà le tour sur Facebook, sur Internet, une séquence vidéo qui avait été tournée pour le forum réalisé au mois de juillet dernier. Alain Lamassoure, député européen, nous donnait son point de vue sur la pertinence de ce rapprochement entre Béarnais et Bigourdin. Nous l'écoutons.
Bonjour à toutes et à tous. Je regrette de ne pas pouvoir être parmi vous. La métropole Béarn-Bigorre, sujet passionnant. Je me sens personnellement touché. Ma famille paternelle est du Béarn, maternelle est de Bigorre, Maubourguet. J'ai fait le début de ma carrière politique au Pays Basque. Et j'ai créé la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz et noué un partenariat avec la province de Saint-Sébastien. Et c'est cette expérience que je veux mettre au service de grands projets de métropole Béarn-Bigorre. J'y crois, c'est nécessaire. Nous vivons dans une période où la réussite, ça consiste à combiner la masse critique, d'une part, et l'alliance de réseaux. Et il est clair que dans le monde féroce de compétition d'aujourd'hui, entre Bordeaux d'un côté, Toulouse de l'autre, il y a la côte basque qui est adossée à Saint-Sébastien-Bilbao. Il est capital pour Pau, pour Tarbes, pour les agglomérations, l'agglomération commune du Béarn et de la Bigorre, avec Lourdes bien entendu, Oloron, Orthès, de faire un seul ensemble. Cet ensemble, je crois qu'il faut lui donner 3 priorités. La première, vous en avez déjà parlé, évidemment les infrastructures. Il va y avoir désormais 2 catégories de métropoles en France, celles qui ont la LGV et celles qui n'ont pas la LGV. Et puis naturellement, également les liaisons routières, je pense à la Nationale 21. En tant que spécialiste du budget européen, je vous dirais que plus nos projets ont une dimension européenne, des liaisons transfrontalières, plus on pourra avoir des financements européens. Deuxième priorité, la formation, la qualité de la main-d'œuvre, la formation des jeunes et la formation aussi de ceux qui ont besoin de changer de métier. L'UPPA, l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, qui rayonne dans l'ensemble des 2 départements, en fait, est un instrument sur lequel nous allons pouvoir nous appuyer. Enfin, 3e priorité, le développement des partenariats. Béarn-Bigorre, nous sommes à cheval entre 2 régions. Un des paradoxes de la vie française, c'est que le partenariat entre 2 régions françaises sont plus difficiles qu'entre un territoire français et un territoire de l'autre côté de la frontière, comme chez nous, du côté espagnol ou au nord avec les Belges ou avec les Allemands. Nous devons concevoir les partenariats de Béarn-Bigorre avec l'ensemble de la région Aquitaine, avec Toulouse et l'ensemble de la région Midi-Pyrénées, mais également avec le sud des Pyrénées. Et là, je crois que si nous savons mener des projets ambitieux et à long terme, tous ensemble, dans cet esprit d'intérêt commun, alors nous allons réussir et cet exemple servira à toute la France et à toute l'Europe. Bonne chance. Pour débattre de la pertinence de ce territoire Béarn-Bigorre, pour répondre aux questions de Nicolas Rebière et également aux injonctions, aux conseils d'Alain Lamassoure, 4 experts qui sont autour de nous pour ce premier plateau. Pierre Delfaux, vous êtes professeur d'économie à l'Université de Bordeaux 4. Je vous en prie, prenez ce micro. Vous avez, il y a quelque temps, répondu à différentes questions sur l'avenir du Béarn à horizon 2020-2030. Vous nous faisiez partager votre optimisme pour le Béarn et votre intérêt qu'avait le Béarn de se tourner vers son voisin côté Bigorre. Est-ce que 6 mois après, avec les différentes réflexions que vous avez entendues lors du premier forum au mois de juillet, avec finalement le retentissement qu'il y a eu également côté politique, à l'intérêt de se tourner entre le Béarn et Bigorre, vous êtes toujours dans le même état d'esprit, toujours convaincu qu'il faut que ces 2 territoires fonctionnent ensemble? Alors la réponse est bien sûr oui, et de plus en plus. Ces 2 territoires, quand on les examine de l'extérieur, présentent 2 traits principaux. Bon, le premier, c'est effectivement, quand on regarde leurs activités économiques, on a une impression de complémentarité extraordinaire. C'est-à-dire que l'on prenne le tourisme, bon, il y a le pyrénéisme est né ici, donc c'est pas la peine d'insister lourdement, il y a cela.
Vous évoquiez tout à l'heure votre première émission sur la filière équine, et il est sûr que là encore, Pau, Tarbes, il y a une évidence. Si on prend l'activité industrielle, que ce soit donc sur le plan chimie, sur le plan métallurgie, il y a une continuité ancienne et évidente, même si le potentiel s'est effrité dans un des deux territoires. Si on regarde l'agriculture, il y a une continuité aussi. Donc incontestablement, ces deux territoires présentent beaucoup de traits communs. Mais je vais tout de suite nuancer, ils en présentent aussi avec d'autres territoires voisins. Donc ce n'est pas ça qui les spécifie le plus. Et à mon avis, ce qui les spécifie le plus, c'est que ces deux territoires qui ont ces traits communs ont en fait, dans la réalité, une métropole déjà constituée. C'est-à-dire que ce qui est une particularité ici, c'est la proximité de trois villes, qui n'en forment qu'une en réalité. Trois villes, oui, mais une agglomération. Et quand vous disiez tout à l'heure, effectivement, ou quand on disait tout à l'heure que la mayonnaise avait plus ou moins un prix avec Bayonne, c'était un petit peu votre idée, vous évoquiez des problèmes de nationalisme, etc. Il y a aussi qu'il y a un peu plus de 100 km. Alors que Tarbes, on est à quoi, une trentaine. Bon, donc nous sommes dans une agglomération déjà constituée au sein d'un ensemble. Alors, je ne vais pas revenir sur, on aura peut-être l'occasion de reprendre cela, sur les débats aujourd'hui, sur la fracture entre les villes et le reste des territoires. Donc, je sais bien que ce n'est pas très aujourd'hui politiquement correct de dire que le développement part des villes, mais je continue de penser, moi économiste, qu'il faut une locomotive pour accrocher les wagons. Et la locomotive, ce sont bien les villes. Et donc, c'est ce triptyque, Pau, Lourdes, Tarbes, qui doit d'abord être l'élément central de la structuration et qui entraînera effectivement tout le reste, et même par le jeu des cercles concentriques d'aller plus loin. Oui, donc, oui, Monsieur Delfaux, simplement, Alain Lamassoure le dit, c'est beaucoup plus simple finalement de rapprocher San Sébastien, une province basque espagnole, du Pays basque français, que de rapprocher deux régions qui appartiennent à des entités administratives différentes. Oui, j'ai pas le même point de vue. J'ai pas le même point de vue. C'est-à-dire qu'effectivement, du point de vue médiatique, dire nous passons un accord entre les deux agglomérations de la côte basse, parce qu'il y en a deux, il n'y en a pas qu'une, et puis les agglomérations du sud, il faut voir la réalité des choses. Il n'y a pas un autocar de ligne qui franchit la frontière. Il n'y a pas un train qui est en continuité. Il n'y a pas un système scolaire articulé. Il n'y a pas un système de santé qui permet facilement, on peut le faire, mais facilement de commencer un traitement à l'hôpital de Bayonne et de le continuer à l'hôpital de Saint-Sébastien. On ne s'en rend pas compte. Nous sommes évidemment dans un pays qui a créé des limites, mais qui est extraordinairement homogène. Je crois que tout ceci, ce sont des obstacles qui sont beaucoup plus psychologiques que réel. Si on vous recensiez la masse des services communs qui existent déjà à l'échelle des villes et des territoires, c'est énorme. Alors après, ça veut dire qu'effectivement, les élections, il y a des élections d'un côté, il y a des élections de l'autre, il y a toujours les frontières départementales, même si elles sont beaucoup affaiblies, il y a les frontières régionales. Alors, quand même, pour aller dans votre sens, il y a un point qui me préoccupe et que j'avais noté dans notre précédent débat de Tarbes. C'est celui des universités. C'est-à-dire que je crois que là, vous allez avoir une vraie question à résoudre. Et la question, elle ne vient pas de la partie UPPA. Je crois que l'UPPA a la chance, et je dis bien c'est une chance, et il faut la conserver, j'insiste là-dessus, moi, professeur bordelais, pour que l'UPPA conserve son autonomie. Elle est une université pleine et entière. Tarbes est une antenne de Toulouse. Donc là, il y a une réalité qui n'est pas d'ailleurs une réalité régionale, c'est une réalité académique qui remonte très loin. Je ne sais plus quand est-ce que les académies ont été tracées. Il se trouve qu'effectivement, Tarbes a depuis toujours été rattaché à l'Académie de Toulouse. Il y a un certain nombre de frontières qui existent, mais je crois que la formule de notre ami Lamassoure, qui veut insister sur le fait qu'effectivement, vu depuis l'Europe, les choses sont beaucoup plus faciles que du point de vue franco-français, mérite quand même d'être un peu nuancée. Monsieur Boiserolles, par exemple, vous avez été membre du Césaire à Bordeaux, donc vous avez cette vision, on va dire, régionale. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'une nouvelle strate, Béarn-Bigorre, viendrait se rajouter au millefeuille administratif français et donc complexifier encore plus ce qui est déjà très complexe ?
Le millefeuille existe de toute manière. Le nouveau plan de décentralisation dont on parle remet en relief les métropoles, qui est une strate supplémentaire. Métropole qui risque justement, comme on le sait, d'avoir une influence très importante et de limiter le rôle soit de la région, puisqu'ils prendraient les compétences de la région, soit même des départements où ils sont. Donc, par rapport à cela qui est prévu, au contraire, c'est peut-être une chance, notamment dans l'Aquitaine, qu'il y ait, comme je dis souvent, qu'il y ait un trépied. Le trépied, c'est Bordeaux, certes, avec son importance, mais c'est aussi, certes, le Pays Basque, mais aussi le Béarn. Or, le Béarn, on le voit un petit peu au Pays Basque, où l'aire urbaine de Bayonne, viariste, du BAB, déborde sur les Landes. De même, on voit très bien que les aires urbaines de Pau et de Tarbes sont très très proches maintenant et qu'à terme, ce sera une aire urbaine entière. Donc je crois qu'au contraire, alors, on n'a rien défini. Quand on parle de pôle métropolitain, par exemple, de rassembler Béarn-Bigorre, ce sont quand même plus des associations que des millefeuilles dans un premier temps. Il faut d'abord commencer à vivre ensemble. Mais c'est essentiel si on veut peser. Et quand on parle de métropolisation exacerbée et de littoralisation, je crois qu'il est très important, et je pense que ça commence à faire son sens, il est très important qu'il y ait dans l'intérieur des pôles essentiels de développement. Max Moreau, vous êtes également un ancien membre du Conseil économique et social. Ça fait longtemps que vous plaidez sur ce rapprochement de fait entre Béarn et Bigorre. Vous avez été un des premiers à le mettre sur la table. La tentation de l'Adour, c'est votre ouvrage. Le prochain sera Suffocation, c'est un roman. Alors, j'ai envie de vous dire, le précédent ouvrage, La tentation de l'Adour, c'était aussi un roman, c'était une fiction, ou au contraire, c'était un ouvrage économique qui plaidait pour permettre justement un rapprochement qui, pour vous, est une évidence? Ça dépendra des hommes. Je crois qu'il y a 5 liens fédérateurs qui nous unissent, Bigourdans et Béarnais. D'abord, la taille économique critique du territoire. Cette taille, c'est l'élément basique de la future grande région. Il faut une taille significative pour un partenariat avec l'Aragon et pour peser sur le plan national. Vous voyez les Bretons à l'heure actuelle. Nous sommes une toute petite unité béarnaise et une petite unité bigourdane. Le deuxième point, le deuxième lien, c'est l'attractivité de notre territoire, que ce soit une attractivité industrielle ou une attractivité touristique. Le troisième, c'est la similitude des activités économiques avec des grandes entreprises à rayonnement mondial et un socle de petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Enfin, la culture, c'est la mémoire, la tradition et l'art de vivre du Sud-Ouest. Et ça nous unit également. Et je crois que nous avons une perception identique d'un avenir probable, c'est-à-dire avec un comportement nouveau d'anticipation. Pour évaluer les distances, il ne faudra plus kilométrer, mais il faudra minuter. Et quand on aura compris ça, avec la future ligne LGV, nous aurons les deux gares de nos 2 aéroports qui se sont concurrencés pendant tellement d'années, qui seront à 12 minutes l'une de l'autre. Et ce sera les 2 pistes d'un aéroport commun. Pour vous, c'est le moment, en tout cas, d'aller plus loin. Est-ce qu'il y a une opportunité temporelle à essayer de prolonger le travail en commun entre les 2 territoires? Nous devons profiter de cette opportunité temporelle que nous n'aurons pas toujours. La première, c'est que nous avons une inquiétude commune, Béarnais et Bigourdans, concernant le désenclavement et la future ligne LGV qui, un jour ou l'autre, viendra quand la France sera en meilleur état économique. Deuxièmement, les Basques requièrent un département basque. Ils veulent scinder le 64 en 2. Je crois qu'on ne pourra jamais s'opposer à ce critère profond basque. Et il faut en tenir compte. Il faut tenir compte aussi de la loi de décentralisation. Et il faut penser qu'il y a un nouveau projet qui sera présenté en avril 2014. Il faut s'y insérer, il faut y rentrer, il faut se manifester pour que nous ayons notre micro-région qui soit retenue dans ce projet.
Enfin, il faut savoir que le centralisme agonise. La microrégion, elle permet un pilotage réactif. Alors, je crois que ce sont des conditions absolument indispensables. Et évidemment, vous avez dit, oui, mais pour le Béarn, est-ce que ça serait mieux d'être avec le Pays Basque ou mieux avec la Bigorre? Vous savez, une décision économique, c'est souvent tranché entre deux désagréments. Pascal Pomard, comment vous regardez ce débat? Vous avez beaucoup étudié on va dire, les liens entre entreprises et territoires. Est-ce que ces liens, ils existent déjà? Et peut-être est-ce que ces liens-là, on les cherche avec la Bigorre, on va dire, depuis le Béarn, mais on pourrait les trouver ailleurs, avec d'autres voisins, on en parlait tout à l'heure. Alors effectivement, j'ai fait pas mal de recherches sur les liens entre entreprises et territoires. Et j'ai fait également, de manière un peu plus précise, une étude sur la métropolisation du Sud-Aquitaine et des Hautes-Pyrénées. Et en fait, je dirais, je suis un petit peu au cœur de la problématique Béarn-Bigorre, hein, de la métropolisation. Alors la métropolisation, déjà pour la définir... Il faut préciser, il faut la définir, pour qu'on se mette bien d'accord sur ce qu'il y a derrière ce terme. Voilà. Alors la métropolisation, si vous voulez, pour faire simple, c'est la concentration des individus, donc un aspect démographique et des activités qu'on appelle stratégiques, c'est-à-dire des fonctions de décision, d'encadrement, de conseil notamment, dans les grandes villes, les métropoles. C'est de là que vient le terme métropolisation. Donc il y a une notion de masse critique. Et ce qu'on constate, c'est que, on a parlé des pays de l'Adour tout à l'heure. C'est vrai que les pays de l'Adour, on en parle un peu moins maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on les a oubliés? Alors on en parle peut-être un peu moins parce que en France, on est quand même très attaché aux limites administratives. On a toujours tendance à raisonner par rapport aux départements, par rapport aux régions. Et les pays de l'Adour, en fait, administrativement, ça n'existait pas. Donc, je dirais, il y a peut-être des projets, mais pour l'instant, concrètement, il n'y a rien de bien précis là-dessus. Par contre, sur le thème de la soirée, métropolisation Béarn-Bigorre, c'est vrai qu'il y a un phénomène de masse critique qui est atteint, notamment parce que Pau, l'aire urbaine de Pau, c'est recensement de 2009, 240 000 habitants. L'aire urbaine de Tarbes, c'est 115 000 habitants. On additionne les deux, ça fait 360 000 habitants. Si on rajoute Lourdes, on n'est pas loin des 400 000 habitants. Il y a une question de proximité. Le professeur Delfaux l'a rappelé tout à l'heure, Pau, Tarbes, c'est 30 km, Lourdes, Tarbes et Pau, c'est 30 km. Donc il y a un triangle qui en plus, qui est vécu, il y a un territoire vécu, puisqu'il y a des phénomènes de navettes qui se sont développés. Il y a beaucoup moi personnellement, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes ici, beaucoup de gens qui habitent à Pau, qui travaillent à Tarbes, et inversement, ou à Lourdes. Donc il y a des phénomènes de navettes. Donc les gens, ils sont attachés à un territoire, à une espèce de métropole un peu diffuse. C'est sûr que si on compare ce territoire avec Bordeaux ou Toulouse, il y a un étalement, il n'y a pas la même densité de population, mais il y a une masse critique en termes de population. Et en plus de ça, on en parlait tout à l'heure, il y a tous les attributs des grandes métropoles qui sont présents localement. Monsieur Delfaux, c'est Max Moreau qui disait le centralisme est à l'agonie. C'est peut-être ça la réponse, non? Elle est peut-être là. Je crois que le centralisme n'est pas forcément à l'agonie du point de vue politique. Il est à l'agonie, sans doute, du point de vue financier. Ce qui fait qu'effectivement, le bâton existe toujours, mais la carotte n'y est plus. Or, le centralisme, il avait toujours utilisé jusqu'à présent les deux éléments. Vrai, les deux éléments. Mais moi, je ne crois pas que ce soit l'État central qui ait empêché ces rapprochements. C'est facile de dire, oui, si l'État était autre chose. Non, c'est localement que ça se passe. Les identités. C'est-à-dire que, je prends deux illustrations pour vous montrer qu'il n'y a pas qu'ici quand même. La communauté de Toulouse a mis combien d'années pour se constituer? N'oubliez pas que Toulouse a traîné deux communautés, pas une, avant de former une communauté urbaine. Il leur a fallu, par conséquent, par rapport à Bordeaux, 30 et quelques années. Bordeaux, ça s'était fait parce qu'il y avait tout simplement le phénomène Chaban-Delmas qui fait que, bon, il avait décidé qu'il y avait 27 communes qui iraient dans la Cube, poum, on a fait la Cube. Toulouse, ça n'a pas marché. Et je prends l'autre exemple, celui du Pays Basque. Je l'évoquais tout à l'heure. Pourtant, Dieu sait que le Pays Basque, ils sont par nature unifiés, solidaires, tout ce qu'on voudra. Mais ils n'ont pas encore réussi à créer une véritable communauté unifiée sur leur littoral, qui est une zone continue. Donc ils en ont fait deux, ce qui montre effectivement que vous n'êtes pas spécialement à l'avance, mais vous n'êtes pas non plus spécialement en retard. Juste une chose, sur la métropolisation, Pau a besoin absolument de s'appuyer sur Lac et Oloron. Et si vous ajoutez Lac, Oloron et Bagnères de l'autre côté, vous avez 520 000 habitants à l'horizon 2030.
Et là, vous avez une métropolisation avec un développement qui sera sur deux déterminants. D'une part, la croissance industrielle et d'autre part, les transports. Et là, on pourra avoir un territoire. Mais il faudra des hommes qui s'entendent. Et je crois qu'il faut rendre grâce aux deux présidents des chambres de commerce qui sont les premiers à poser des jalons d'union entre les deux territoires. Je voulais ajouter que simplement, en effet, en histoire, ce qui compte quand même beaucoup aussi, au-delà des faits qu'on vient d'évoquer, c'est la volonté des hommes. Et je crois que concrètement, il n'y a pas eu de volonté. On en a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup de discours depuis très longtemps, mais on n'a pas mis en œuvre. Et j'ai eu un léger espoir lorsque j'ai vu que les deux CCI ont signé un texte ensemble pour avancer. Je crois que c'est important. Et au niveau du centralisme, il y a peut-être plus de centralisme au niveau de l'État, mais là d'où j'ai été, je peux dire qu'il y a peut-être un centralisme régional. Quand on voit qu'au niveau du Césaire, sur 119 personnes, alors qu'il y avait 55% de Girondins, cette fois-ci il y en a 66%, et que nous passons, non pas le Béarn, mais les Pyrénées-Atlantiques, de 16% à 13%, ça veut tout dire. Alors, évidemment, la Dordogne n'est pas trop loin. Mon ami qui est d'origine de Dordogne comprend très bien ce que je veux dire. Et là, il y a quand même un gros problème, mais c'est raison de plus pour exister. Allez-y, oui, Pierre Delfaux. C'est quand même pour... parce que ce que je viens de dire sur un ton un peu anecdotique, mon ami Jean-Jacques, c'est que nous sommes... quand on regarde le territoire français, il n'y a pas des grandes métropoles partout. Oui. Bon, si on prend par exemple toute la partie, ce qui correspond aujourd'hui à la région Poitiers, Angoulême, Limoges, il n'y a pas de métropole qui écrase le reste. Clermont-Ferrand n'écrase pas sa région. Nous avons quand même 2 des 5 ou 6 grandes métropoles françaises. Toulouse d'un côté, Bordeaux de l'autre. Et c'est vrai que ces 2 villes ont fait le vide autour d'elles. Ceci dit, quand on compare les 2 régions, Toulouse a fait un vide quasiment complet. Bordeaux a fait un vide assez complet pour tout le nord de la région. C'est-à-dire que le Périgord, la Genée, les Landes ont été satellisés. Il y a eu un îlot de résistance, c'était, alors je dis, les Pyrénées-Atlantiques, pour bien mettre les 2 piliers. Et donc, effectivement, nous partons ici d'une base qui existe encore. Et tout à l'heure, quand on signalait, c'est vous, chers collègues, qui signaliez qu'il y avait ici un certain nombre de potentiels, ajoutons une chose, c'est la présence de sièges sociaux, ou du moins de centres de décision d'entreprise. Ce que nous n'avons pas beaucoup. Et quand on avait fait la première étude au Césaire, il y a quelques années, sur Paula Cortés, moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y avait plus de structures de soutien à l'industrie à Pau qu'il n'y en avait à Bordeaux, en termes de structures collectives. Et je vais terminer là sur une provocation. C'est-à-dire que, bien sûr, vous regrettez de ne pas avoir la LGV. Moi, je n'ai jamais cru que vous l'auriez dans un délai qui correspond à mon espérance de vie. Mais ça, c'était Jean-Jacques Wasserolles qui disait toujours « et nous, et nous, et nous ». Bon, moi, je suis périgourdin, je sais que je ne le verrai jamais. Je suis périgourdin la LGV de ce côté là-bas. Mais il y a toujours un bon côté aux catastrophes ou au mauvais côté. C'est qu'effectivement, si vous étiez très proche, beaucoup plus proche que vous n'êtes, de Paris ou des 2 autres grandes villes, vous auriez peut-être moins d'autonomie. Pau, justement, par son éloignement, fait qu'à conserver un rôle de petite capitale. Et là, ce n'est pas moi de faire le discours historique que d'autres feront, c'est-à-dire que vous retrouvez un petit peu la situation qu'on a connue dans des temps fort anciens, où Pau avait son Parlement, où Pau avait donc un élément de contrepoids, qui sans doute venait déjà de son isolement relatif. Toute dernière chose, encore, on peut toujours jouer au jeu des cercles concentriques, on va arriver au million si on continue. Oui, si on ajoute, on ajoute. Voilà, mais l'important, c'est, je crois, il faut un point de départ. Et le point de départ, je pense que c'est le noyau dur. Et on l'a dit et redit, 3 villes, 2 aéroports, etc., etc. Commencer par bien fédérer en termes de services et de tertiaire supérieur ces 3 entités, et le reste du territoire suivra. Alors, on reviendra sur ces différents points. Je voudrais donner la parole à quelques personnes présentes dans le public qui sont finalement des exemples de collaboration déjà en place dans le territoire Béarn-Bigorre.
Premier exemple, ERDF. ERDF, nous avons ici parmi nous Jean-François Beaubourguet qui est en charge des relations avec les élus depuis 30 ans, alors que ERDF était plutôt EDF d'ailleurs à l'époque. Le Béarn et la Bigorre, mais également le reste des pays de l'Adour, collaboraient ensemble au sein de cette entité qui existe toujours aujourd'hui, qui regroupe combien de personnes? Alors, ERDF Bigorre, donc c'est une centaine de personnes. Donc effectivement, nous avons cette synergie qui existe depuis longtemps, puisque comme vous l'avez dit, il y a une trentaine d'années, a été créée l'entité EDF-GDF Béarn-Bigorre, dont une des missions a été de distribuer l'électricité sur l'ensemble de ces deux territoires. L'entreprise ERDF a beaucoup évolué depuis, mais nous avons gardé cette synergie, ce partage des compétences entre le Béarn et la Bigorre. Et nous avons concrètement, par exemple à Tarbes, une entité qui traite, qui gère les raccordements, c'est-à-dire les branchements des particuliers pour la Bigorre, mais aussi pour le Béarn. Nous avons de la même façon à Pau une entité qui gère les branchements des clients du marché d'affaires pour le Béarn, mais également pour la Bigorre. Et nous avons beaucoup d'exemples comme ça. Donc nous avons gardé depuis des dizaines d'années cette synergie entre le Béarn et la Bigorre qui marche très bien et que nous comptons poursuivre et que nous avons même étendu jusqu'aux Landes et au Pays Basque récemment. Les collaborateurs de RDF, en termes de mobilité, être du côté Pau, du côté Tarbes, c'est la même chose pour eux. Comment se fait, quel regard portent-ils finalement sur leur territoire d'action? Ils se réclament d'où? Alors effectivement, du fait de l'antériorité de ce partage, de cette synergie, les agents qui travaillent aussi bien à Tarbes qu'à Pau ont toujours l'impression quelque part de faire partie de cette entité Béarn-Bigorre. Et lorsque, par exemple, ils postulent parce qu'ils souhaitent évoluer dans d'autres fonctions, les gens qui sont à Tarbes se tournent en premier lieu vers des postes à Pau, et les gens qui travaillent à Pau se tournent en premier lieu vers des postes à Tarbes. Nous avons un grand nombre d'échanges donc dans les postulations du personnel entre Tarbes et Pau. Voilà, comme je le disais, du fait de cette antériorité. Alors, je le disais tout à l'heure, vous avez en charge la relation avec les élus, plus particulièrement ceux du territoire des Hautes-Pyrénées, je crois aujourd'hui, mais vous connaissez bien les voisins béarnais pour avoir longtemps travaillé également avec eux. Est-ce que, comment dire, lorsqu'il y a des grands travaux, des grands accords à trouver, des grands chantiers à mener, la logique régionale ne prend cependant pas le pas sur les décisions concrètes de votre périmètre d'action? Alors, bon, comme ça a déjà été dit, effectivement, il y a une grande similarité entre les deux territoires, enfin, en tout cas de notre point de vue. Alors déjà d'un point de vue technique, puisqu'on retrouve sur les deux territoires des zones de montagne et des zones de plaine dans lesquelles voilà, la construction technique des réseaux est très similaire. Dans les zones de montagne, que ce soit en Béarn ou en Bigorre, on adopte les mêmes techniques. Et dans les zones de plaine, avec toute la problématique des pivots d'irrigation, etc., on adopte là aussi des techniques qui sont tout à fait identiques. Et donc voilà, donc déjà techniquement, il y a une grande similarité. Ensuite, bon, on l'a vu aussi à l'occasion donc de l'organisation du congrès des élus de montagne. Bon, les gens des territoires du Béarn et de la Bigorre partagent un grand nombre de problématiques. Et pour moi, qui ai la relation avec les élus aujourd'hui de la Bigorre, mais qui l'ai eu sur le Béarn, je constate là aussi une très grande similarité entre les problèmes que doivent gérer ces élus sur l'ensemble de ces deux territoires. Juste à côté de vous, un autre chef d'entreprise qui va prendre le micro. Julien Pangier, vous dirigez l'agence internet Axinet et votre agence qui a combien d'années d'existence? Donc l'agence a 11 ans d'existence et a été créée à l'origine à Tarbes. À Tarbes, et aujourd'hui votre agence est à Tarbes et à Pau? Oui, aujourd'hui l'agence est à Tarbes et à Pau. Combien de collaborateurs? Aucun, je suis tout seul, mais j'ai une dizaine de freelances en fait. Qui interviennent avec vous sur des projets? Sur des projets donc, de type création de site internet, création de logiciels et aussi donc, des supports de communication.
Alors vous, en tant que chef d'entreprise, lorsque l'on parle de ce rapprochement, d'une dynamique commune, de l'existence finalement toute logique, je dirais, d'un bassin économique, vous le vivez concrètement dans votre activité ? Oui, tout à fait, parce qu'au final, je suis toujours entre Tarbes et Pau. Donc mes clients sont moitié Tarbes, moitié Pau, donc je suis amené à me déplacer régulièrement. L'avantage d'avoir deux préfectures qui sont assez proches, comme on disait, à une trentaine de minutes par autoroute, ça favorise les échanges et aussi la multiplication des contacts via cette proximité. Et il vous semble qu'on pourrait aller plus loin en termes de proximité, en termes d'échange entre les deux territoires ou pas ? Oui, il me semble qu'il faudrait mettre en place des réseaux, d'échanges, des mises en relation. Non, la question que je voudrais poser, c'est justement, vous avez une entreprise qui bosse sur les deux villes. Moi, je suis pas palois, mais ça fait 4 ans que je vis à Pau. Je suis désolé, je vais dire un truc très provocateur. J'ai jamais mis les pieds à Tarbes, sauf 2 fois pour le travail. Vous habitez où, monsieur ? J'habite à Jurançon. D'accord. Est-ce que vous allez faire vos courses à Tarbes ou à Pau ? Quand je suis à Tarbes, je vais faire mes courses à Tarbes, mais en général, je vais sur Pau. J'aimerais poser la question un peu à l'Assemblée comme ça, quoi. Je pense que un rapprochement, il faut qu'il soit aussi, alors il est certes économique, mais il est aussi, je veux dire, culturel, quoi, identitaire. Est-ce que parmi les présents ici, les Palois, par exemple, vont faire leurs courses à Tarbes ? C'est une question toute bête que j'ai envie de poser et qui, à mon avis, ajoutera à ce rapprochement. Alors, Henri Fourcade, qui est présent parmi nous, pourrait prendre le micro pour apporter son témoignage à double titre. D'abord parce qu'il dirige une agence immobilière à Pau. On parlera peut-être de l'immobilier entre Pau et Tarbes dans quelques minutes. Mais qu'il a également la présidence de l'association Pau Commerce et commerçants palois. Quelle remarque ça vous inspire, Henri ? Alors, je crois qu'il est important de pouvoir varier les plaisirs. Donc, on peut tout à fait aller faire ses achats à Tarbes et à Pau. Et bien sûr que les enseignes sont présentes à la fois à Tarbes et à Pau également, mais on parlait tout à l'heure de cultures qui sont différentes mais complémentaires. Et je crois qu'à 30 minutes, on peut très bien aller à la fois à Tarbes et puis revenir à Pau. Pierre Sobeau est juste derrière moi. Je vais le rejoindre tout d'abord. Alors, il a plusieurs casquettes. Pierre Sobeau, tout à l'heure, il prendra la casquette du président de Béarn Adour-Pyrénées, lui qui milite pour des infrastructures, en particulier en ce moment pour la Pau-Oloron. Il nous dira de quelle façon cette Pau-Oloron, selon lui, est un maillon indispensable pour desservir l'ensemble de ce grand territoire duquel nous parlons. Mais sur ce sujet, Pierre, qu'est-ce que cela vous inspire ? Vous êtes également vigneron. Je voudrais réagir à chaud sur ce qui vient d'être dit. Moi, en tant que vigneron, j'ai la chance d'avoir à Lourdes le 2e centre de consommation de Jurançon de France. Et je ne me pose pas la question de savoir s'il y a une frontière entre le département des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées. Ça n'existe pas. J'ai des clients, ils sont à 40 km d'Artigloup, et je suis très content qu'il y ait des infrastructures existantes qui me permettent d'y aller en une demi-heure. Et si je pouvais y aller en 20 minutes, ça serait encore mieux pour servir mes clients. Du côté du producteur, et je vais rester dans le registre du vin parce que tout le monde connaît, je pense qu'aucun de mes collègues de Madiran ne se plaint d'avoir 2 départements, 2 régions ou 3 départements. Ils font du Madiran d'un côté ou de l'autre de la frontière. Je vais prendre un 3e exemple. L'autre jour, j'avais besoin, un peu dans l'urgence parce que j'étais un peu négligent, de faire refaire mon passeport. Et je me suis aperçu que ce jour-là, il y avait une file d'attente assez impressionnante dans les 2 organismes délivrant des passeports dans les Pyrénées-Atlantiques à proximité. Et je me suis aperçu qu'à Tarbes, on pouvait l'avoir en 48 heures. J'étais très content que ça soit juste à côté pour aller chercher mon passeport à Tarbes, dans le délai qui m'était imparti par rapport à mon voyage et pour compenser ma négligence. Donc je pense que tous les états d'âme qu'on a sur ces frontières, dans la vie quotidienne, ça n'existe pas. Quand on a envie de trouver des objets un peu jolis et qu'on sait qu'ils existent à Tarbes, on va les chercher à Tarbes. Si on pense qu'on va les trouver à Pau, dans une bonne galerie à Pau, on va les chercher à Pau. On va les chercher là où ils sont, parce que justement, c'est tout près. Maintenant, je voudrais rebondir un peu sur ce qui a été dit avant. J'espère qu'on en est tous conscients. On a un point commun avec les Bigourdans, c'est qu'on est l'un comme l'autre à la frontière d'un territoire, l'Aquitaine et les Midi-Pyrénées. Et notre point commun, c'est que si on se rapproche, on existe. Moi, je vais donner 2 exemples. J'ai eu l'occasion, avec la Chambre de commerce, de participer à une réunion de présentation du prolongement de la LGV au-delà de Bordeaux, une réunion qui était organisée à Toulouse. Je suis sorti de cette réunion dans un état de fureur totale, car le Béarn et la Bigorre n'existaient pas.
Voilà. On a parlé de Dax, on a parlé de Bordeaux, on a parlé d'Agen, on a parlé de Toulouse, on a parlé de Carcassonne, on a parlé de Narbonne, on a parlé de tout. Pau, Tarbes, Lourdes n'existaient pas dans le débat. Deuxième exemple, avec BAP, on est allé un certain nombre de fois à Saragosse. Enfin, n'oublions pas que nous avons juste de l'autre côté de la frontière une métropole de 800 000 habitants, 4e d'Espagne. C'est impossible d'y aller. Et alors, ce qui est le plus terrible, c'est que la dernière fois qu'on est allé à Saragosse et qu'on est allé visiter la plateforme multimodale énorme et très intelligente qui vient de se faire, le plan de développement de cette infrastructure vue de Saragosse n'inclut pas le Béarn et la Bigorre. On n'existe pas. On n'existe pas vu du nord, on n'existe pas vu du sud. Et pourtant, nous sommes ensemble avec, ça a été dit, 400-450 000 les perspectives de se développer. Au lieu de ne pas exister à la marge de chacun de nos territoires, existons ensemble. Et bien sûr, dans les infrastructures les plus urgentes à faire, il y a la Pau-Oloron. Alors là, on a le génie dans notre région de commencer, de se bagarrer pour obtenir des infrastructures. On en fait 90% et on ne fait pas les 10% qui restent. Et on se plaint après que les 90% n'aient pas les retombées qui étaient attendues. Est-il digne d'avoir fait l'autoroute A65 jusqu'à Pau, d'avoir fait le tunnel du Somport, de laisser les Espagnols finir le chantier jusqu'au tunnel du Somport, et puis de laisser un no man's land de quelques dizaines de kilomètres entre les deux? Du point de vue économique, c'est une hérésie. Finissons ce chantier pour en avoir les retombées que l'on peut en attendre dans toute notre région. Et on s'apercevra à ce moment-là que il y a 100 millions qui sont disponibles actuellement dans des budgets qui ne seront pas affectés tout de suite. Utilisons ces 100 millions, on dit qu'il n'y a pas d'argent. Il y a de l'argent, utilisons-les intelligemment pour finir ou préparer un meilleur désenclavement du Béarn et de la Bigorre ensemble, et en particulier par la LGV. Merci beaucoup Pierre. François Cros, vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes. Vous avez des clients, des entreprises et des collègues qui sont à la fois côté béarnais, côté bigourdan. Qu'est-ce que tout cela vous inspire ? Alors, ce que cela m'inspire, j'ai envie de témoigner en réalité. Je suis arrivé à Pau il y a 33 ans, attiré en ces montagnes par en fait une bigourdane, une suinoise. Et je regarde d'un œil un peu émerveillé, attendri, tous ces débats. Parce que moi, c'est assez naturel. Je vais à Tarbes très naturellement, travailler. Je me sens chez moi à Tarbes, je me sens chez moi à Pau. Je me suis fait une remarque il n'y a pas longtemps. J'habite Gelos. Je crois que je vais plus lentement à Sercasté que je ne le fais pour aller à Tarbes. J'ai remarqué qu'il y a énormément de points communs. Alors, on a parlé de tous ces points communs sur l'aspect industriel, sur la culture, sur la gastronomie, sur l'habitude de l'accueil. Il y a un petit point, il y a des clins d'œil. Quand on va à Tarbes, on voit le pic du Midi. Quand on revient à Pau, on voit aussi le pic du Midi. Ce n'est pas le même, mais... Donc, comment dire, le débat sur la LGV m'a également alerté, comme beaucoup, bien sûr. Et je me disais, voyons, pourquoi ne sommes-nous pas audibles ? Je crois que c'est parce qu'aussi nous ne sommes pas visibles. Et c'est vrai que, moi je vois Tarbes, c'est la même ville que Pau. 20 minutes, effectivement, on est de centre à centre. Et 200 000 habitants, ça s'écoute. J'ai également regardé, je me suis dit, mais pourquoi ? Parce que quand je vais à Tarbes, je vois quand même que tout le monde est tourné vers Midi-Pyrénées. À Pau, on est moins tourné vers Bordeaux, on est plus peut-être tourné vers l'océan, je ne sais pas. Mais on n'est pas dos à dos. Mais en tout cas, je suis assez d'accord avec vous. Tout naturellement, le bigourdan tient à son identité comme le béarnais d'ailleurs. Et je me dis, mais sacré nom, qu'est-ce qui fait qu'on se tourne le dos ? Et je me dis, c'est la division administrative. Il n'y a pas à dire, c'est la division administrative. Et je serais assez d'accord, moi, en réfléchissant sur l'idée de la région. Dans les points communs, évidemment, entre les deux territoires, il y a les Pyrénées. Je voudrais donner la parole à deux représentants qui sont ici même de CCI Pyrénées. Alors, puisque ce débat est organisé à la Chambre de commerce et d'industrie de Pau, qu'il fait suite à un débat réalisé à la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes, vous avez toute votre place tous les deux ici même, puisque le point commun, ce sont les Pyrénées, et le point commun, c'est une collaboration souhaitée, voulue de la part des chambres de commerce. Ça tombe bien parce que vous, c'est le socle de votre association. Philippe Magenot, vous en êtes le président. Vincent Fonvielle, vous en êtes une des chevilles ouvrières. Qu'est-ce que c'est d'abord que CCI Pyrénées ? D'abord, je voudrais reprendre ce qui nous réunit tous ensemble aujourd'hui, c'est qu'on est des Pyrénées.
Et notre présence aussi aujourd'hui, on est des entrepreneurs. On vit dans la montagne, tous les deux, des Pyrénées. Et on est très attachés à ce territoire. On a été toujours très surpris au cours de nos 20-30 ans d'entreprise qu'on parle beaucoup des Pyrénées, mais qu'on ait un commissariat à l'aménagement des Pyrénées, que effectivement tout est centralisé sur Toulouse, et que nous, les entrepreneurs des Pyrénées, on est disséminés là, dans nos montagnes, sans cohésion, sans organisation, sans gouvernance politique. Et quand on est arrivé à la Chambre de commerce de Tarbes, élu aux dernières élections, on s'est dit pourquoi pas tous les deux rendre un peu aux Pyrénées ce que les Pyrénées nous ont amené, et de dire simplement, essayons de donner un peu de la cohérence un peu à ce chantier pyrénéen qui démarre, en mutualisant, en fédérant, en échangeant nos bonnes pratiques. C'est aussi simple que ça. Mais c'est les Pyrénées au sens large. Hein. Et alors d'est à ouest. très large. Alors l'ambition, elle est très large, puisque ça parle de Bayonne jusqu'à Perpignan. Ouais. Et aujourd'hui, bon, après 2 ans de travail un peu dans l'ombre, hein, on a donc réuni tous les présidents dernièrement, donc ça fait 15 jours. Et ce qui a été extraordinaire, c'est la volonté exprimée par l'ensemble des présidents, qui a pratiquement à l'unanimité, hein, à part nos amis basques qui ne se sont pas encore prononcés, mais pour dire, OK, Banco, on va travailler sur ce territoire des Pyrénées. Et nous avons donc établi un programme. Et ce qui est intéressant, c'est que ce programme va d'abord s'appuyer sur une action forte, c'est la mise en place d'une marque pyrénéenne. La mise en marque de la marque Pyrénées. Et là, Vincent va peut-être nous dire un mot là-dessus. Alors, un mot sur ce qu'est la marque Pyrénées, et puis ensuite, on pourrait se demander, alors si maintenant il y a la marque Pyrénées, finalement, est-ce qu'à force de superposer également des marques, des identités, puisque l'on parle de rapprochement, est-ce qu'il ne va pas y en avoir trop entre Pyrénées, peut-être demain Berne, Bigorre, etc. Est-ce que finalement, je ne parle même pas de Sud-Ouest, de la marque Sud-Ouest, est-ce qu'il ne va pas y avoir finalement trop de marques et ça ne va pas avoir un effet pervers finalement tout ça? On ne s'est pas véritablement posé cette question. La question qu'on s'est posée, c'est que, comme l'a dit Philippe, nous sommes pyrénéens, nous appartenons à un massif important qui a une image forte. Or, c'est vrai que nous sommes, lui et moi, dans le monde du tourisme. Hein, et nous avons travaillé, et je travaille encore d'ailleurs, dans le tourisme, et que le principe de l'attractivité touristique est fondamental dans notre... Et que nous sommes aperçus, là aussi, que nous dépendons tous les uns des autres. Et le constat, c'est en fait que les Pyrénées, même si chaque Pyrénéen est a un sentiment d'appartenance aux Pyrénées qui est très fort, même si les Pyrénées sont utilisées très souvent dans les marques, hein, il y a plus de 400 fois le mot Pyrénées qui est utilisé dans les marques. Mais en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas d'image suffisamment forte, une image des Pyrénées suffisamment forte, et qu'il fallait vraiment mettre ce projet en cours. Et même si, effectivement, il y a d'autres marques par ailleurs, hein, vous avez cité Sud-Ouest, vous avez cité peut-être Sud-de-France, peu importe, mais je crois qu'il y a une légitimité du massif des Pyrénées naturel, et on va s'appuyer effectivement sur cette légitimité du massif pour travailler sur cette marque Pyrénées. Vincent et Philippe, vous êtes 2 acteurs du tourisme. On va revenir en Berne-Bigorre, si vous le permettez bien, et rester autour de cette notion du tourisme. Et puis on aura l'occasion de rééchanger sur ce sujet dans quelques petites minutes, avec 2 acteurs qui sont représentatifs du tourisme. Tout d'abord, André Ross. André Ross représente les grottes de Bétarame. Vous allez prendre le micro, je vous en prie, juste à côté de vous, André. Alors vous avez la particularité d'avoir l'entrée finalement de votre domaine en Béarn, et la visite des grottes, les grottes elles-mêmes, elles sont côté Bigorre. Vous êtes le trait d'union parfait de cette soirée. Oui, alors, si vous voulez, ma famille est originaire de Bretagne, Saint-Malo, pays de Corsair. C'est un grand trait d'union. Pays de Corsair, on va de l'avant. Quand mon arrière-grand-père commençait les grottes, il y avait l'entrée. L'entrée était dans les PA, Pyrénées-Atlantiques aujourd'hui. Hier, Basse-Pyrénées. Basse-Pyrénées, hier. Et il a fallu... creuser une sortie. Cette sortie a été faite sur le territoire des Hautes-Pyrénées.
Donc, madame, j'adore monter à cheval, mais sur 2 départements. Ce que je veux dire par rapport à notre réunion, c'est qu'il y avait une entrée. Donc, les gens rentraient, ressortaient par le même orifice. Il y a une sortie. Donc, il suffit d'entreprendre un tunnel pour faire la jonction entre les 2 départements ou les 2 chambres de commerce. Le message est passé d'une simplicité remarquable. Bon, mon cher André, combien vous avez de visiteurs par an au niveau des grottes? Bon, on a beaucoup moins de visiteurs qu'il y a une vingtaine d'années. Le même phénomène est en Bretagne, où j'ai aussi une autre activité, pour plusieurs raisons, je ne vais pas en débattre. On fait à peu près 130 000, 140 000 actuellement. Une partie provient de Lourdes, dont la clientèle s'étiole, puisque vous parlez de LGV. À Lourdes, ils ont des problèmes de train pour amener les pèlerins. Donc, on va vers une évolution, transport par car. Ça ne veut pas dire qu'ils visiteront pour autant les beautés des Pyrénées, dont fait partie les grottes. Et après, on a le tourisme. Alors, le rayon du tourisme individuel, familial. Familial, oui. Ben là, c'est toute la région du sud-ouest. Bordeaux, Toulouse et l'Espagne. On a beaucoup d'Espagnols qui adorent les lorsqu'ils grottes. viennent de visiter les grottes, ils viennent visiter le Béarn ou la Bigorre, vos touristes? Alors, sur le plan des PA, je vais parler comme ça, ou plutôt du CRT des PA, il y avait un document qui avait été très bien fait. D'un côté, il y avait les sites du Pays Basque et de l'autre côté, les sites du Béarn. Donc, ce même document permettait aux gens séjournant dans le Béarn d'aller au Pays Basque et vice-versa. Il n'existe plus. Seuls les Basques continuent de produire cette brochure pour le Pays Basque. Ce que je veux dire, c'est l'unité qui fait la force. Je pense que si nos 2 départements ou nos 2 régions, de Béarn, Bigorre, créent un 3e bébé, ça sera très positif sur tous les plans, dont le tourisme. Vous avez juste à côté de vous un représentant des caves de Gorge Jurançon qui connaît bien ce que représente la manne touristique venant de Bigorre et en particulier de Lourdes. François Rudman, vous êtes responsable export, vous représentez la cave de Gorge Jurançon qui est visitée par un nombre considérable d'amoureux du Jurançon venant du côté de Lourdes. Je ne me trompe pas en disant cela? Non, non, vous ne vous trompez pas. Effectivement, on a quantité de touristes qui viennent de la Bigorre, de Lourdes en particulier, mais de la Bigorre en général, et puis pas que de la Bigorre, du Pays Basque un peu aussi. On a cette espèce de lien naturel, notamment avec ce système de pèlerinage dont parlait mon voisin, qui est flagrant. Effectivement, il s'étiole un peu peut-être pour des raisons qui m'échappent personnellement, mais on le remarque. Il est cependant existant, et je pense qu'il faudrait peu de choses pour le raviver. On a parlé beaucoup ce soir de différentes frontières administratives, de zones. On est visité, nous, par 230 000 visiteurs tous les ans. Alors pour une entreprise, c'est relativement colossal. Ça nous place, je pense, première entreprise d'Aquitaine, et on doit être 6e ou 7e entreprise française. Derrière des sites prestigieux qui se trouvent dans de nombreuses autres régions. C'est pas un hasard. Je pense qu'on a une vraie croisée des chemins dans notre région. Et effectivement, on est peut-être là, nous, avec notre vision, je vais dire raccourci, c'est pas le bon mot, mais on est penché sur notre territoire et on se dit comment entre Béarn et Bigorre. Pensez que le touriste belge qui vient en bus, qui a fait 20 heures, 30 heures de bus, il ne va pas se poser la question, lui. Il va aller faire un tour aux grottes de Bétaram, il va venir visiter la cave de Jurançon, il va peut-être pousser jusqu'au château de Pau, au train de la Rune. S'il a le temps, il ira peut-être jusqu'à Oloron pour aller voir les usines de Lint. Ce phénomène d'enclavement et auquel on se réfère, vu de l'extérieur, il semble rapidement ridicule. Donc je pense que c'est avant tout une question de mentalité. Vous vouliez rajouter un mot, André? Non, Albert, c'est pas grave. Non, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit. C'est vrai, nous avons des visiteurs étrangers de partout. Et ce qui a été très positif pour nous, c'est ces autoroutes qui ont été faites, dont le dernier, Bordeaux-Pau. Car plus vite on se rend sur un lieu de visite, quel qu'il soit, sans trop boire pour reprendre la route. Et moi, je n'ai pas l'eau de Lourdes, par contre. Et pour mêler les deux,
ce que je veux dire, plus vite on se déplace pour aller à un point, plus vite il reste du temps pour visiter les autres points. Et cela est très très important. Alors, il y a juste à côté de moi Raphaël Rossoni. Raphaël Rossoni, qui, parmi ses multiples passions, exerce le golf et qui, parmi ses multiples engagements, est le président du Pau Golf Club. Vous avez, mon cher Raphaël, autour du golf, réussi à fédérer également, au-delà du Béarn, vos voisins de Bigorre, dans une démarche commune qui va permettre peut-être de faire rayonner encore davantage la région comme une terre de golf emblématique. Il faut dire que c'est quasiment ici que tout a démarré au niveau français. C'est une grande chance pour nous, parce que si nous sommes le plus ancien golf du monde, hors les îles britanniques, nous avons vécu pendant des années, depuis 1856, d'une manière très confidentielle. Oui. Un club privé où on ne dévoile pas. Il faut savoir que les fondateurs étaient essentiellement des francs-maçons, et que rien ne se dévoilait, et que le club a été créé en même temps que Saint Andrews en Écosse, en employant les mêmes rites, les mêmes règles de confidentialité. D'ailleurs, quand ils sont repartis aux alentours des années 1870, ils ont tout amené avec eux, brûlé, etc. Et nous sommes en manque d'archives. Donc, nous vivons aujourd'hui avec, évidemment, un manque de communication. On le sait, nous en souffrons. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, tout à fait ravi d'être dans cet hémicycle, de pouvoir voir ce qu'il va pouvoir se fédérer pour que ça nous apporte quelque chose dans ce petit microcosme du Pau Golf Club. À savoir que cette opération qui a été montée est véritablement tournée vers l'avenir. Il faut que nous allions à l'extérieur. Alors, parlez-nous de cette opération, Monsieur le Vice-président. Allez-y. Qu'est-ce que vous avez fait pour fédérer autour de vous vos voisins bigourdans, entre autres? Ça s'est passé, comme le disait Raphaël, au mois de février de cette année. Babette nous a contactés. Elle avait rencontré à Londres un groupement qui s'appelle le GTOC et qui commercialise à peu près 50% des voyages golfiques en Angleterre, et qui ne connaissait pas du tout la destination golf, Béarn et Bigorre. Alors, ils ont appris à la connaître au travers de Babette, mais surtout, ce qu'il faut noter, c'est que le Béarn seul ne pouvait pas présenter en lui-même une destination golfique. Le nombre de golf n'était pas suffisant, et il a fallu s'associer à Lourdes, qui fait partie donc de ce partenariat. À un moment, Bagnères de Bigorre, qui a un très beau golf, nous a suivis. J'espère que dans le futur, ils nous rejoindront, tout comme Tarbes. Et finalement, nous avons signé un accord de partenariat sous l'égide de la CCI et plus exactement de l'aéroport de Pau. Et au travers de ce partenariat, le GTOC, en contrat donc avec l'aéroport de Pau, a établi un plan marketing et commercialise la destination Béarn-Bigorre de golf. Voilà. Un exemple concret, en tout cas, de réalisation très pragmatique, hein, finalement, entre les deux territoires. Qu'est-ce que cela vous inspire, Nicolas? Tous ces témoignages, finalement, que l'on a entendus. Moi, j'ai l'impression, évidemment, nous sommes dans une assemblée de personnes convaincues qu'il faut aller plus loin en matière d'action, en matière de projet. Cela dit, vous avez posé tout à l'heure un certain nombre de questions qui restent encore en suspens. C'est-à-dire que, enfin, tout le monde est d'accord, mais on n'y arrive pas, on n'y est pas, quoi. Alors, finalement, là, la réponse à cette question-là, pourquoi on n'y est pas, c'est peut-être au président des deux CCI, peut-être à M. Delfaux, de pouvoir répondre. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il reste des freins. Tout le monde dit tout va bien, on va s'entendre, l'avenir sera radieux. Ça marche, etc. Voilà, l'avenir sera radieux, mais j'ai l'impression quand même, et c'est peut-être M. Sobo qui le disait aussi, c'est que finalement, ce qui rapproche Béarn et Bigorre, c'est vous, je crois, c'est que c'est deux régions à la marge d'autres régions. Donc la vraie question, c'est est-ce que c'est par défaut, et c'est la question que je posais au début, que les deux se rejoignent, ou est-ce qu'il y a une vraie volonté, parce que quand on vous entend, il y a la volonté, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer ces prochaines années? Pierre Sobo. Je crois que c'est notre défaut commun aux Béarnais et aux Bigourdans. Nous ne sommes pas assez ambitieux. Il faut que nous soyons conscients de notre potentiel
Et il faut qu'on chiffre nos ambitions et qu'on y aille. Voilà. On devrait avoir un objectif de plein emploi et on se contente d'avoir en Béarn 2 points de moins que la moyenne nationale, alors que le travail qui a été fait par nos prédécesseurs depuis 50 ans nous permet de revendiquer le plein emploi. Soyons ambitieux. Pierre Delfaux, il manque de l'ambition commune. Là, je sors un peu de je suis moins à l'aise parce que je sors de mon domaine de professionnel. C'est sûr qu'on l'a évoqué toute cette soirée. Toutes les conditions économiques paraissent réunies. Bon, comme je le disais, il n'y a pas de mauvais génie qui s'oppose à ça. Et ce n'est pas la faute des autres. Alors, reste pourquoi la mayonnaise locale ne prend pas. Alors, moi, je prends les exemples d'autres territoires qui se sont fédérés. Je ne crois pas à l'homme providentiel ou à la femme providentielle, mais je pense qu'il faut quelque part des leaders. Et ces leaders ne peuvent être, au bout du bout, que des leaders issus du suffrage universel. Donc des leaders qui auront été validés politiquement. Là, nous sommes entre socioprofessionnels, et c'est très bien, c'est nous qui creusons le sillon, qui montrons ce qui se passe. Reste à trouver effectivement ce leader. Je prenais l'exemple effectivement des 2 grandes communautés urbaines du Grand Sud-Ouest. Celle de Bordeaux s'est fait très vite parce qu'elle avait un leader. Celle de Toulouse a traîné pendant des années parce qu'elle n'en avait pas. Alors maintenant, est-ce que ça sera le futur maire ou la future maire de Pau, de Tarbes, de Lourdes ou d'un autre territoire qui émergera? J'en sais rien. Là, vous avez fait du politiquement correct, c'est parfait. Mais je pense que effectivement, le déclic politique sera nécessaire pour aboutir. Alors, il faut préparer le terrain et puis faire émerger. Alors, sans doute, il n'est peut-être pas encore né politiquement, j'entends, celui qui pourra imposer ce projet. Mais je ne vois pas d'autres solutions pour effectivement passer c'est pas du rêve, passer du défrichement à la construction. Alors comment les 2 chambres consulaires pourraient participer à cette avancée, pourraient continuer à faire que les 2 territoires se parlent davantage, soient encore plus en lien? C'est la question que nous allons poser aux 2 présidents qui sont parmi nous. Alors François-Xavier Brunet pour la CCI Bigorre, Patrick de Stampa pour la CCI Pau-Béarn. Messieurs, il vous revient d'abord d'apporter un petit commentaire à ce que vous avez entendu et puis peut-être de nous dire comment vous comptez encore aller plus loin dans ces actions communes de rapprochement entre le Béarn et la Bigorre. Moi d'abord j'ai une petite question comme cela à vous poser. Vous êtes tous les 2 dans des régions différentes. On sait bien que tous les 2 vous avez traversé avec vos différents établissements une réforme qui a fait que la question de la région s'est fortement posée. Alors d'abord c'est politiquement correct que vous soyez tous les 2 à côté et que vous parliez ensemble, vous qui êtes de Midi-Pyrénées, vous qui êtes d'Aquitaine, au niveau des chambres de commerce? François-Xavier. Alors, je crois que c'est d'autant moins politiquement correct que Patrick et moi, nous travaillons ensemble dans une seule et même structure qui s'appelle l'Association des CCI territoriales, qui rassemble une 50aine de chambres de commerce et d'industrie territoriales en France, dont j'ai l'immense privilège d'être le président. Et Patrick travaille avec moi dans cette structure-là. Et nous sommes des défenseurs du fait territorial face au phénomène de régionalisation, mais on pourra y revenir un peu plus tard si vous le souhaitez. Moi, je voudrais réagir à tout ce que j'ai entendu, vous dire que je suis très heureux d'être là, mais je n'ai pas l'impression d'être en visite, puisque je me sens, comme ça a été dit par notre intervenant, tout à fait chez moi en Béarn, comme les Béarnais doivent se sentir chez eux en Bigorre. Ce qui me satisfait pleinement, c'est que lorsque nous avons, avec Patrick, organisé à la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes le colloque du mois de juillet sur la métropolisation Béarn-Bigorre, j'avais noté avec infiniment de satisfaction qu'il y avait dans la salle quasiment autant de Béarnais que de Bigourdans, ce qui était déjà en soi un signe extrêmement encourageant. Et ce soir, étant à l'école supérieure de commerce de Pau, j'entends des Béarnais s'inquiéter, voire s'alarmer que tout ceci, ce rapprochement que Patrick et moi appelons de nos voeux, dont nous avons décidé d'être les aiguillons ou des fers de lance, j'entends des Béarnais dans la salle se lamenter ou se désoler que cela n'aille pas plus vite et que, dans le fond, ça n'ait jamais été fait jusqu'à présent. Alors, comme mon ami Patrick de Stampa souhaite que ce genre de rencontre soit une rencontre d'agitateurs d'idées, et que ceux qui me connaissent savent que j'adore agiter les idées et parfois gratter là où ça démange, je dirais qu'un des principaux obstacles que nous avons rencontrés, c'est effectivement, on y reviendra dans un instant, les frontières administratives, qui sont extrêmement difficiles. Mais j'observe, et je ne peux pas m'empêcher d'envoyer un clin d'œil appuyé à Nicolas Robière, c'est que je m'aperçois que si parfois certains Palois ne viennent pas à Tarbes, c'est
peut-être pas uniquement à cause des frontières administratives, et peut-être des frontières entre les groupes de presse quotidienne régionale, et qu'il faudrait peut-être stopper les barrières entre le groupe du Sud-Ouest et le groupe des pêches du Midi. Ça, après les équipes de rugby, les aéroports, etc., ça manquait, oui. Comme ça. Alors, il y a aussi deux questions que je disais que je voulais gratter là où ça démangeait un petit peu, exprimer un point de vue. Je ne voudrais pas, parce que je crois beaucoup à ce projet de rapprochement Béarn-Bigorre, et je dirais que je le vois moi aussi aller au-delà du Béarn-Bigorre, parce que je pense que l'arrondissement de Dax et même le Pays Basque doivent faire partie de notre projet collectif, et je crois que le temps qui me restera dans les, j'espère, décennies qui viennent dans l'engagement dans la vie publique sera pour ma part fortement consacré à la défense de la création d'une région Pays de l'Adour. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on ne prenne pas le risque de faire échouer notre projet en l'assujettissant à l'aboutissement probable, peu probable, j'en sais rien, de la LGV. Je veux dire que ne limitons pas nos ambitions à la capacité des pouvoirs publics de mener des grands projets d'infrastructure. On voit bien que les capacités financières sont réduites et nous ne nous bloquons pas là-dessus parce que ça veut dire qu'on se bouche l'horizon. Et deuxièmement, et j'adresse ce message amical aux Béarnais, ne portons pas ce projet uniquement par dépit amoureux du rejet par les Basques. Et j'avais eu l'occasion de dire dans l'amphithéâtre de la CCI, nous ne serons pas des Basques de substitution. Pour autant, je crois que nous avons un destin commun et nous avons, avec la CCI de Pau-Béarn, avec Patrick de Stampa, décidé de défendre ce vouloir vivre ensemble. Pourquoi ? Parce que ce territoire Béarn-Bigorre, il doit aller de l'avant pour trois raisons. Je dirais d'abord la justification géographique. Ça a été dit amplement, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit précédemment. Nous sommes une entité territoriale commune, et pas uniquement à travers les grottes de Bétaram, même si le témoignage était éloquent à cet égard. Nous sommes une entité géographique commune. Les trajets pendulaires entre les uns et les autres sont constants. Donc nous avons une unité territoriale que nous devons défendre, et nous devons donc désormais décider d'avoir la politique de notre géographie. Le deuxième, c'est une nécessité économique. Nous avons un territoire qui est économiquement homogène. Quand je travaille, que ce soit en tant que président de CCI ou en tant que professionnel, avec des entreprises qui sont dans la sous-traitance aéronautique, elles travaillent aussi bien avec Airbus à Toulouse qu'avec Turbomeca à Borde. Donc on a cette vraie homogénéité-là qu'il faut défendre. Et puis, je dirais que nous avons une opportunité historique à laquelle nous devons faire face. Ça a été dit, c'est le phénomène de métropolisation. Ce phénomène de métropolisation, récent rapport nous a rappelé que si nous n'y prenons pas garde, 80% du PIB sera concentré dans une vingtaine de métropoles. Si nous voulons exister sur les écrans radars du développement économique, nous devons avoir l'ambition de nous constituer en métropole. Et ça a été dit, le périmètre et les cercles concentriques, on peut les prendre plus ou moins larges, mais nous devons aller là-dessus. Et autre point extrêmement important, c'est que le paysage territorial français, de gré ou de force, sous l'empire de la nécessité, va forcément évoluer dans les années qui viennent. Et nous sommes, que vous les Palois, nous les Tarbais, à plus d'1 heure de route de nos métropoles régionales. Et lorsqu'on est à moins d'1 heure, on est absorbé. Lorsqu'on est à plus d'1 heure, on est rejeté. Donc nous avons la nécessité historique de nous rassembler, de travailler ensemble. Et puis, en conclusion de ce propos, je dirais que, et ce sera un clin d'œil, mais on sait bien, pour qui connaît la géographie et l'histoire toulousaine, que les Jacobins sont à Toulouse. Mais je crois avoir compris ce soir que les Girondins ne sont plus à Bordeaux. Et c'est-à-dire que nous avons la nécessité de lutter contre un centralisme régional. Eh bien, bâtissons ensemble une région à la dimension de notre territoire. Alors, Patrick de Stampa, pour bâtir ensemble cette région, que faudrait-il faire de plus ? D'abord, je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire mon homologue et ami président de Tarbes, Bigorre, sur tout ce qu'il a dit et surtout sur le fait de ces kilomètres qui font que où on est absorbé, où on est rejeté. Et il est certain aujourd'hui, puisque vous avez lancé la perche sur la régionalisation et la réforme des CCI, aujourd'hui, dans le débat des chambres de commerce de l'Aquitaine, il faut être très clair. Nous ne sommes pas tellement en odeur de sainteté. On cherche plutôt à nous rejeter ou à nous réduire à une portion congrue. Et il est certain que ça fait partie de nos débats sur les mois à venir, parce qu'aujourd'hui, nous avons un territoire d'excellence
Et si nous additionnons nos forces, eh bien, effectivement, nous sommes un territoire avec un périmètre qui, au-delà des composantes économiques, même les composantes touristiques, on n'a vraiment pas de gêne à se comparer avec d'autres projets ou d'autres existences de métropoles ou de territoires. Alors, moi, je voudrais rappeler quand même, il a été dit, parce que tout ce qui a été dit m'a beaucoup intéressé, je ne vais pas répondre à tout, mais à un moment donné, notre ami Nicolas Rebière s'inquiète des pays de l'Adour et du fait qu'ils n'existent pas ou on n'en parle plus. Mais on en parle. Moi, j'en parle régulièrement et je pense que nous sommes, et d'autres ici dans la salle, ont toujours parlé de ces pays de l'Adour. Parce que ces pays de l'Adour, moi, je les défends, je les réclame depuis 1997. Je ne vous dirai pas dans quelles circonstances, mais ça fait depuis 1997. Alors au début, on me regardait un peu comme si j'étais perdu dans les nuages, vraiment un rêveur, etc. Mais rappelons aujourd'hui que ces pays de l'Adour existent toujours. Rien que sur la composition de la justice avec la Cour d'appel de Pau, ça représente les pays de l'Adour. L'université de Pau et des pays de l'Adour, c'est bien l'Adour, les pays de l'Adour. Et j'ajouterai un troisième élément, c'est financier, où nous avons réussi à gérer le bureau de développement économique des pays de l'Adour, où nous avons une cagnotte financière que nous distribuons aux entreprises qui peuvent en avoir besoin. Alors, de ces pays de l'Adour, je me souviens très bien aussi d'une période où j'avais des responsabilités. Et j'étais allé à Paris, comme on dit, j'étais monté à Paris pour réclamer qu'on ne casse pas les pays de l'Adour au niveau de la CEDIC à Paris. Alors je suis tombé sur un des grands pontes parisiens qui m'a dit « Mais mon cher ami, vous êtes situé où ?»« Ah oui, il y a 2-3 ans, j'avais été dans un mariage sympathique du côté d'Argelès-Gazos. »« Ah, c'est ça. Ben, enfin, bon... » Alors, et voilà. Et vu de Paris, c'est notre problématique. C'est que, vu de Paris, on n'existe pas. Et j'entendais encore un débat l'autre soir, mais je ne dirai pas lequel, où véritablement le journaliste parisien croit qu'il sait tout parce qu'il a lu l'article du voisin, et comme l'article du voisin a déjà des erreurs, il en ajoute d'autres, et on finit par avoir un non-sens de l'information sur véritablement notre existence. Et je dirais aujourd'hui que nous avons une chance inouïe. Aujourd'hui, on a eu des hommes politiques, et je me souviens très bien d'ailleurs d'André Labarrère qui avait lancé les pays de l'Adour au Zénith, et je crois qu'aujourd'hui, même si c'était peut-être un peu trop tôt, ou que je dirais que nous avons un devoir, il nous avait montré le chemin, nous avons un devoir de reprendre aujourd'hui, dans une conjonction économique indispensable, de faire un pôle qui va être un îlot de résistance, pour reprendre l'expression de notre ami Pierre Delfaux, un îlot de résistance vis-à-vis des grandes métropoles. Et autour de cet îlot de résistance, à nous de savoir construire une nouvelle métropole. Mais une nouvelle métropole qui trouve son identité aussi avec la CCI des Pyrénées. Je suis allé l'autre jour à Saint-Gaudens, j'ai pris un bol d'oxygène. Parce qu'il y a beaucoup de points positifs qui existent sur nos territoires. Mais on n'a pas su les mettre en lumière, on n'a pas su construire ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que l'on avance. Et avancer pour construire ce territoire Béarn-Bigorre, tout à l'heure, c'est ce qu'on disait avec François Xavier. Bien sûr, on peut parler des infrastructures, mais je crois qu'il ne faut pas se cacher derrière les infrastructures. On connaît les problématiques, la formation, mais nous voulons véritablement mettre sur pied un groupement Béarn-Bigorre, un groupement des chambres de commerce Béarn-Bigorre. Groupement des chambres de commerce. Oui, voilà, on va pas créer une chambre de commerce parce que c'est impossible. Vous anticipez la question que je vais vous poser. Mais on ne peut pas aujourd'hui rester sur nos territoires sans constituer véritablement un groupe de, je dirais, c'est même pas un JE, on trouvera le mot exact, mais véritablement qui aura l'ambition de porter ce développement Béarn-Bigorre. Et ce développement, de savoir le porter aussi vis-à-vis de nos amis espagnols. Tout à l'heure, nous avons arrêté une date où nous irons à Huesca le 6 février prochain, pour parler avec l'Aragon et parler véritablement de Béarn-Bigorre avec l'Aragon. Mais au-delà de ça, pour être très concret,
Bien, l'autre jour, sur Pau, il y a eu un business dating. Ce business dating, beaucoup de bigourdans sont venus. Oui. Eh bien, nous allons généraliser un business dating tous les 6 mois, tant à Pau qu'à Tarbes. Et nous aurons donc tous les 6 mois un business dating où se retrouveront les chefs d'entreprise pour mieux se connaître, pour créer du lien. Et au-delà de ça, eh bien, d'ici 2015, nous espérons pouvoir mettre en place le salon de l'entreprise Béarn Bigorre, qui se tiendra une fois tous les ans ou tous les 2 ans. La périodicité n'est pas encore arrêtée, soit en Béarn, soit en Bigorre, mais alternativement d'un côté et de l'autre. Et je crois que c'est en construisant ces actions que l'on va construire ce nouveau territoire Béarn-Bigorre qui servira de socle à la construction d'un nouveau ensemble des pays de l'Adour, où j'espère que tôt ou tard, nous rejoindrons les amis basques et landais. Voilà, je crois qu'on est à un virage. Aujourd'hui, si nous ne réagissons pas et si nous ne savons pas porter un projet structurant, et avec tout ce que l'on a pu entendre ce soir, que ce soit même le golfe de Billère, il y a beaucoup de choses à faire autour du tourisme et de l'attractivité de nos territoires. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons l'impérieuse nécessité, mais l'obligation, même morale, pour la suite de nos générations, et on est ravis que Bordeaux, comme Toulouse, soient vraiment des métropoles. Mais à nous de savoir construire une métropole qui ne sera plus un îlot de résistance, mais un îlot de conquête d'une image ambitieuse, d'une image qui saura attirer le tourisme, une image qui saura attirer aussi le développement économique et l'emploi. Merci à tous les deux. Un dernier mot peut-être pour vous, François-Xavier. Le prochain rendez-vous, ça veut dire qu'il est donc chez vous, à Tarbes? Mais les prochains rendez-vous seront certainement à Tarbes. Nous en avions pris, Patrick et moi, l'engagement à Tarbes, à la clôture du colloque que nous avons tenu le 3 juillet, de ne pas en rester là. Vous voyez, Patrick vient largement de décrire le programme que nous avons devant nous. Je crois fortement, avec Patrick, à l'intérêt de ce groupement interconsulaire entre le Béarn et la Bigorre. Vous évoquiez la réforme des CCI. Je crois qu'il est plus pertinent, et pardon pour ceux qui sont originaires de la Dordogne, que dans les mutualisations qui seront nécessaires, nous mutualisions entre Pau et Tarbes, plutôt que Pau avec Périgueux et Tarbes avec Rodez. Ça ne serait pas du tout cohérent. Nous avons de grandes ambitions et de grands projets communs. Et nous serons le premier acte fondateur des Pays de l'Adour. Merci beaucoup. Merci à Hervé Turpin et Valérie Béziot qui ont préparé ce 2e numéro de Territoire d'idées. Merci à l'école de commerce de nous avoir reçus et à son directeur ici même. Merci beaucoup. À très bientôt pour un nouveau débat d'idées.